Rassemblement démocratique, social et européen. Elle a 9 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous entamons aujourd'hui les débats sur un texte à part dans notre travail législatif où les questionnements induits sont quasi philosophiques. Les clivages traditionnels ne tiennent plus. Tous les groupes politiques, d'ailleurs, ont renoncé à donner une consigne de vote, pratique qu'au RDSE nous expérimentons régulièrement. La France a fait le choix de confier aux représentants du peuple et donc au peuple les décisions en matière de bioéthique. C'est lui qui tranche sur le permis et l'interdit face à des progrès scientifiques qui font que la médecine ne se limite plus à soigner les malades. Ce débat touche à un conflit de valeurs qui nous traverse tous, pas un conflit entre le bien et le mal, mais entre deux biens, deux éthiques, celle du libre choix du patient et celle de la protection des plus vulnérables. C'est ainsi à nous, en tant que représentants du peuple, de nous prononcer sur notre propre conflit de valeurs, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt général qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Ces dilemmes éthiques ne se résolvent pas par l'absolutisme d'une valeur sur les autres, mais par la recherche de solutions qui prennent en compte les avancées de la science et de la société. En cela, je le disais, ce projet de loi ne ressemble à aucun autre. Il nous pose une question simple dont la réponse est complexe. Est-ce que la société veut ce que la science peut? En d'autres termes, est-ce que cela doit être autorisé parce que cela est possible? Considérant, comme le dit si bien Jean Leonetti, qu'il est important de continuer à énoncer l'interdit, je m'efforcerai de vous présenter ma position sur les grandes mesures de ce texte, hormis celles relatives aux dons d'organes sur lesquelles mon collègue Jean-Pierre Corbisez se prononcera. Bien que chef de file de mon groupe, je l'ai dit, je m'astreindrai à parler en mon nom propre afin de laisser à mes collègues le soin de se faire leur propre avis au fil des discussions. Face à très nombreuses sollicitations que nous avons reçues et pour qui un certain nombre diffusait sciemment de fausses informations, j'aimerais commencer mon propos en rappelant que ce que ce projet de loi ne contient pas. Il ne contient pas la gestation pour autrui, l'eugénisme et les chimères ne figurent pas dans ce texte et rien ne permet d'affirmer que les mesures de ce projet de loi ouvrent une quelconque porte à leur législation. Le gouvernement a réaffirmé son opposition à ces pratiques, comme la majorité des parlementaires. Brandir ainsi la GPA pour refuser la PMA, c'est nier le débat parlementaire qui s'ouvre devant nous. L'un n'est pas lié à l'autre. Comme l'a rappelé le rapporteur Jomier en commission, et je partage ses propos, lorsque l'on regarde en arrière les précédents débats sur les lois de la bioéthique, on retrouve les mêmes craintes de dérive et avec le recul, on voit qu'elles n'étaient pas tout à fait justifiées. Parce que le législateur a mis en place un dispositif efficace qui permet soit d'interdire une technique, soit de l'autoriser dans un cadre qui limite les risques et garantit les évaluations. Pour autant, sur la question de la GPA, avec lucidité, j'oserais dire que la situation actuelle entraîne une marchandisation du corps. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'éthique, pas de doctrine, pas d'encadrement dans notre pays sur ce sujet que des ventres sont alloués à l'étranger. Mais là n'est pas le sujet de cette loi. Toutefois, le débat mérite toujours d'être ouvert. Et ces enfants qui sont issus de cette GPA à l'étranger existent dans notre pays. Nous ne pouvons pas les ignorer. Considérant qu'il faut d'abord les protéger, j'ai déposé un amendement de suppression de l'article 4 bis relatif à la transcription de l'acte de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger. L'enfant n'est pas responsable de son mode de procréation, il ne doit pas en être pénalisé. J'en viens maintenant à la question qui a occupé et qui occupera une bonne partie de nos débats, l'extension de la procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Je préfère ce terme à celui de femmes seules et qui engage, à mon sens, un jugement de valeur discutable. D'abord, sur la forme, je suis d'avis que cette mesure aurait dû faire l'objet d'une loi à part, une loi sociétale, à l'instar de celle sur le mariage pour tous. Les débats sur cette question occultent trop souvent les autres questions bioéthiques si fondamentales qui deviennent malheureusement polluées par la cristallisation des peurs et des rejets que constitue l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ceci dit, j'ai abordé cette question comme j'essaie d'aborder les questions sociétales, avec humilité, pragmatisme, progressisme et humanisme, tout en gardant à l'esprit l'intérêt de l'enfant, souvent brandi avec force par les opposants à la réforme.
Je suis convaincue que, correctement régulée, la technologie renforcera le seul modèle de famille qui prévaut, celle qui est fondée sur l'amour. La législation du mariage pour tous avait fait craindre à certains la destruction d'un modèle familial classique basé sur un couple hétérosexuel marié et des enfants. Cela fait bien longtemps que ce modèle a été rejoint par d'autres et il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître la diversité des configurations familiales que compose notre société. Rappelons d'ailleurs que les célibataires peuvent adopter depuis 1996 et qu'il est interdit de leur refuser l'agrément pour ce seul motif. Dans le cas de l'adoption, comme dans le cas de la PMA, il s'agit de procédures longues qui nécessitent une réflexion mûrie, de la patience et de la détermination. On parle d'enfants attendus, désirés, parfois viscéralement désirés. On parle de fonder la famille sur une base plus solide que la seule procréation, qui est un acte biologique, tandis que la parentalité est un acte social et affectif. Pour ma part, vous l'aurez compris, je suis résolument convaincue et optimiste sur l'extension de la PMA à toutes les femmes. Je défendrai ainsi 2 convictions lors de l'examen de ce premier article. Tout d'abord, pour des questions d'égalité, il me paraît essentiel d'ouvrir à toutes les femmes le remboursement de la PMA, seule condition à l'existence d'un droit réel, non soumis à des conditions financières. L'inverse entraînerait en effet une rupture d'égalité entre, comme aujourd'hui déjà, les femmes qui peuvent payer et celles qui ne le peuvent pas. À mon sens, il serait même logique de supprimer toute référence à l'infertilité médicale, puisque pour les couples hétérosexuels, la cause d'infertilité n'est pas toujours médicalement prouvée. Ensuite, pour des questions d'humanisme et parce que la situation actuelle n'est pas acceptable, je défendrai un amendement permettant aux femmes de bénéficier du transfert des embryons issus d'une fécondation in vitro en cas de décès de leur conjoint en cours de procédure. Aujourd'hui, ces embryons sont soit détruits, soit donnés à un autre couple, tandis que la femme, elle-même veuve, pourra désormais bénéficier d'une PMA seule, avec donneur, sans pouvoir avoir accès à ces embryons issus de ses ovocytes et des spermatozoïdes de son conjoint. Cette réglementation n'a plus trop de sens et il me semble qu'elle pourrait évoluer. Sur les dons de gamètes, les débats sont tout aussi complexes. Si l'on comprend naturellement le besoin des enfants nés d'une PMA avec donneur de connaître leurs origines, nous sommes nombreux à craindre, en cas de levée de l'anonymat, une forte baisse de dons, alors qu'ils ne permettent déjà pas de répondre à toutes les demandes. Certains membres de mon groupe soutiendront avec un amendement visant à revenir au droit actuel et donc à l'anonymat du donneur. Pour ma part, je suis plutôt favorable au compromis trouvé en commission, qui prévoit que l'agence sollicite l'accord du donneur au moment de la demande de l'enfant et qui permet de respecter le désir de l'enfant et la vie privée du donneur, tout en préservant le stock existant de gamètes. Sur d'autres sujets, je m'associe à l'excellent travail des rapporteurs et ne porterai donc aucun amendement sur l'extension à titre dérogatoire de la recherche sur le développement in vitro des embryons à 21 jours, l'autorisation à titre expérimental du diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie pour améliorer ainsi la prise en charge des femmes en AMP et le taux de réussite des fécondations in vitro, ainsi que la suppression de la double cause de conscience spécifique à l'interruption médicale de grossesse, ou encore la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital. Il est en effet nécessaire d'optimiser la prise en charge actuelle. Au-delà de mes convictions qui me poussent à soutenir la plupart des mesures du texte initial, je suis convaincue qu'il faut laisser plus de liberté aux professionnels de santé et à nos concitoyens en respectant la capacité de chacun à décider en responsabilité de leur volonté et de leur propre désir. Je salue en ce sens les avancées obtenues en commission qui permettent d'introduire des critères plus souples sur l'âge en cas d'autoconservation des ovocytes et de PMA. Comme je l'ai souvent dit, la reconnaissance tardive des maladies telles que l'endométriose ainsi que le défaut d'information des patientes doivent nous encourager à faire davantage, notamment en termes de préservation de la fertilité. Je terminerai enfin en rappelant que sans une politique familiale forte et une meilleure prise en compte de la grossesse des femmes dans le monde du travail et dans la société, toutes ces bonnes intentions pourraient demeurer vaines. Je vous remercie. Merci. La parole